Et on commence par Eva Antonikov, qui est une traductrice suisse, qui habite à Moudon, donc c'était pas un long chemin pour venir ici, comparé aux autres peut-être. Et elle a traduit beaucoup de la poésie surtout, mais aussi de la prose. Elle traduit de l'anglais, de l'allemand et du russe. Elle est aussi née à Zurich, donc elle parle le suisse-allemand aussi. Et là, elle a commencé de s'attaquer aux classiques russes. Elle a traduit Pouchkine l'année passée. Elle était aussi à Lorraine avec une résidence. Et là, elle travaille au château de Lavigny sur Anna Karenine de Léon Tolstoï, une retraduction pour les éditions Gallmeister. Et elle va nous lire un extrait et nous en parler. Voilà, Eva Antonikov. Merci. Merci pour la présentation. Merci Sophie, merci Steven. Merci à tout le public d'être là. Je ne vais pas faire une grande introduction sur Anna Karenine, que vous connaissez au moins de nom, même si vous ne l'avez peut-être pas lu. Je vous lirai le tout début du roman, le premier chapitre, et puis un bout du 18e chapitre. Pourquoi le 18e? Parce qu'en fait, ça s'appelle Anna Karenine, mais l'héroïne n'apparaît qu'au 18e chapitre. C'est-à-dire, on sait qu'elle va arriver, on attend, plus de 50 pages, et là, enfin, elle arrive en train à la gare de Moscou, et puis il y aura une rencontre avec son futur amour. Voilà. Je ne vous dirai pas plus. Je lis un bout en russe. D'une part pour la langue, d'autre part pour les personnes russophones qui sont dans la salle. Juste pour le plaisir. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой, гувернанткой, и объявила мужа, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место. Повар ушел еще вчера со двора во время обеда. Черная кухарка и кучер просили расчета. На третий день после ссоры князь Степан Аркадьевич Облонский, Стива, как его звали в свете, в обычайный час, то есть 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на софьяном диване. Voilà, maintenant, la même chose et un peu plus en français. C'est donc pas encore la version définitive, mais work in progress à Lavigny. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse est malheureuse à sa façon. Dans la maison des Oblonsky, tout était sans dessus-dessous. L'épouse avait appris que son mari entretenait une liaison avec l'ancienne gouvernante française et avait déclaré qu'elle ne pouvait vivre sous le même toit que lui. Cette situation se prolongeait depuis 3 jours déjà et accablait aussi bien les époux que l'ensemble de la maisonnée. Tous les membres de la famille, tous les habitants de la maison sentaient que leur cohabitation était dépourvue de sens, qu'entre des gens réunis de manière fortuite dans n'importe quelle auberge, il existait davantage de liens qu'il y en avait entre eux. L'épouse ne quittait pas ses appartements. Le mari ne rentrait pas depuis 3 jours. Les enfants couraient dans tous les sens. La Miss anglaise était querellée avec l'intendante, puis avait écrit à une amie la priant de lui trouver une nouvelle place.
Le chef de cuisine était parti la veille au beau milieu du dîner. La cuisinière des domestiques et le cocher avaient demandé leur compte. Le surlendemain de la brouille, le prince Stepan Arkaditch Oblonsky, Stiva comme on l'appelait dans le monde, se réveilla comme à son habitude à 8 heures du matin. Non pas dans la chambre à coucher conjugale, mais dans son cabinet de travail, sur le divan marocain. Il retourna son corps replet et soigné sur les ressorts du canapé, comme s'il avait voulu se rendormir pour longtemps, puis enlaça fortement l'autre côté de l'oreiller y appuyant sa joue. Mais brusquement, il se redressa d'un bond, s'assit sur le divan et ouvrit les yeux. Oui, comment était-ce déjà, pensa-t-il, se remémorant son rêve. Oui, comment était-ce? Ah, j'y suis. Alabin donnait un dîner à Darmstadt. Non, pas Darmstadt, plutôt quelque chose d'américain. Oui, mais Darmstadt se trouvait en Amérique. Oui, Alabin donnait un dîner sur des tables en verre. Oui, et les tables chantaient « Il mio tesoro ». Non, pas cet air-là, mais quelque chose de plus joli. Et des sortes de petites carafes qui étaient aussi des femmes, se souvint-il. Les yeux de Stepan Arkaditch s'illuminèrent d'un éclat joyeux. Il resta songeur, souriant. Oui, c'était bien, très bien. Il y avait là encore beaucoup d'autres choses admirables, mais dans la réalité, cela ne peut se dire avec des mots, ni même se traduire en pensées. Puis, ayant surpris un ray de lumière qui perçait sur le côté d'un des stores de drap, il descendit allègrement ses jambes du lit, chercha des pieds les pantoufles revêtues de maroquin doré cousues par sa femme, un cadeau d'anniversaire de l'an passé, et, selon une habitude vieille de 9 ans, sans se lever, allongea le bras vers l'endroit où, dans la chambre à coucher, sa robe d'intérieur se trouvait accrochée. Au même instant, il se rappela brutalement qu'il n'avait pas dormi dans le lit conjugal, mais dans son cabinet, se souvenant aussi pourquoi. Le sourire s'effaça sur son visage et fronça les sourcils. « Ah, ah !» mugit-il, se remémorant les faits, et dans son imagination ressurgissaient tous les détails de la dispute avec sa femme. Sa situation privée de la moindre issue, et plus douloureux que tout le reste, ses propres torts. Oui, elle ne pardonnera pas et ne peut pardonner. Et le plus horrible, c'est que la cause de tout ça, c'est moi. La cause, c'est moi, sans que je sois coupable. Voilà le drame, pensa-t-il. Ah, ah, répéta-t-il, désespéré, se souvenant des impressions qui lui étaient les plus pénibles. Le plus désagréable avait été ce premier instant lorsque, de retour du théâtre, joyeux et satisfait, apportant une énorme poire à sa femme, il n'avait pas trouvé son épouse au salon. À sa surprise, elle n'était pas non plus dans son cabinet de travail. Finalement, il l'avait découverte dans la chambre à coucher, tenant à la main le malheureux billet qui avait tout révélé. Elle, cette femme toujours soucieuse, affairée et qui considérait comme bornée, Dolly, était assise, immobile, le billet à la main, et le regardait avec une expression d'horreur, de désespoir et de colère. « Qu'est-ce donc, qu'est-ce » avait-elle demandé, désignant le billet. Et à se souvenir, comme cela se produit souvent, c'est moins l'événement lui-même qui tourmentait Stepan Arkaditch que la façon dont il avait répondu aux propos de sa femme. Il lui était alors arrivé ce qui arrive aux gens qui se voient inopinément convaincus d'avoir commis une faute trop honteuse. Il n'avait pas su adapter son visage à la situation dans laquelle il s'était trouvé face à l'épouse qui venait de découvrir son tort. Au lieu de s'offenser, de nier, de se justifier, de demander pardon, voire même de rester indifférent, tout aurait mieux valu que sa réaction. Son visage, de manière tout à fait involontaire, réflexe du cerveau, pensa Stepan Arkaditch, qui se passionnait pour la physiologie, s'était soudain illuminé de son sourire ordinaire, un sourire gentil et par conséquent niais. Ce stupide sourire, il ne pouvait se le pardonner. À peine l'eut-elle détecté que Dolly avait tressailli comme sous l'effet d'une douleur physique, et avec l'irascibilité qui lui était propre, avait craché un flot de mots cruels avant de quitter la chambre en courant. Depuis lors, elle ne voulait plus voir son mari. Tout est la faute de ce sourire idiot, songea Stepan Arkaditch. Mais que faire, se dit-il, au désespoir, sans trouver de réponse. Voilà pour le premier chapitre. Et un bout du 18e.
on retrouve à la gare de Moscou ce même Stiva Oblonsky du début, avec son ami Vronsky, qui est justement le futur amant d'Anna Karenine, mais qui ne la connaît pas encore. Vronsky suivit le chef du train à l'intérieur du wagon, s'arrêtant devant la porte d'un compartiment pour céder le passage à une dame qui descendait. Doté du tact d'un homme du monde, Vronsky détermina d'un coup d'œil sur son apparence que cette dame appartenait à la haute société. Il s'excusa et s'apprêta à s'engager dans le wagon, tout en ressentant le besoin de la regarder encore une fois. Non pas en raison de sa grande beauté, ni à cause de l'élégance et de la grâce discrète qui émanaient de sa personne, mais parce qu'au moment où elle était passée à côté de lui, son joli visage avait eu une expression particulièrement gentille et douce. Lorsqu'il regarda en arrière, elle tourna également la tête. Ses yeux gris, étincelants, rendus plus sombres par l'épaisseur des cils, s'arrêtèrent sur le visage de Vronsky avec bienveillance, attentivement, comme si elle tentait de le reconnaître, avant de se diriger aussitôt sur la foule des arrivants où elle semblait chercher quelqu'un. Dans ce regard furtif, Vronsky eut le temps de remarquer une vivacité contenue qui animait son visage, volté entre les yeux brillants et le sourire à peine perceptible, fronçant ses lèvres vermeilles. On aurait dit qu'un trop-plein de quelque chose comblait à tel point tout son être qu'il s'exprimait involontairement, tantôt dans l'éclat de ses yeux, tantôt dans son sourire. C'est à dessein qu'elle étouffait la lueur de ses yeux, qui éclairaient, malgré elle, son léger sourire.